Le premier enseignement qu'on peut tirer de ces élections, c'est d'abord le fort taux de participation. Plus de 67% des électeurs se sont rendus aux urnes, ce qui légitime d'autant plus la victoire du BJP, le parti du Premier ministre indien Narendra Modi. Victoire qui est largement inattendue, au moins par son ampleur, même sur le fond, on pensait qu'il serait réélu. Le BJP recueille 38% des voix, c'est bien loin devant le Congrès qui ne fait que 20% des suffrages exprimés. Le BJP notamment consolide son implantation dans le nord de l'Inde, l'étend dans l'est de l'Inde, notamment vers le Bengale occidental, maintient son influence dans le centre de l'Inde. Seule région de l'Inde qui échappe au tableau de chasse du BJP, c'est encore le sud de l'Inde, notamment le Tamil Nadu et le Kerala. Mais globalement, aujourd'hui, on a tout de même un BJP qui gouverne, lui seul ou avec des alliés, dans 17 des 29 États de l'Union indienne, ce qui dénote un peu son implantation régionale qui en fait maintenant le premier parti national en Inde. Non seulement il y a une implantation régionale en alimentation, mais aussi qu'on observe une implantation sociétale accrue. Ce parti, qui est originellement un parti plutôt de haute caste, maintenant gagne du terrain dans les basses castes, auprès des basses castes, auprès des hors castes et aussi auprès des populations tribales. On l'a notamment vu en Uttar Pradesh, où l'alliance entre partis de hors caste et partis de basse caste a été largement battue par le BJP en termes de députés. Je rappelle qu'au total, le BJP compte aujourd'hui 303 députés, 6 fois plus que le parti du Congrès qui n'a que 52 députés. Cet écart énorme s'explique aussi parce qu'on a en Inde un scrutin uninominal à un tour. Avec l'alliance démocratique nationale, c'est-à-dire le BJP plus ses alliés, cette alliance recueille 352 députés sur les 543 de l'Assemblée nationale, donc c'est quasiment près des 2/3. Alors cette victoire du BJP, elle s'explique d'abord par la personnalité de Narendra Modi, qui a été reconduit au Pong pour 5 années. Narendra Modi conserve l'image d'un homme intègre. Manifestement, les accusations du parti du Congrès concernant le contrat portant sur l'achat de Rafale n'a pas eu de prise auprès de l'opinion publique, qui n'a pas pris acte des accusations de malversation financière et de collusion d'intérêts avec un grand groupe industriel indien. C'est donc cette image d'homme intègre que Narendra Modi a pu conserver. Homme du peuple aussi, toujours mis en avant le fait que c'est le fils d'un vendeur de thé, qui a pu s'élever socialement. Image en contraste évidemment avec celle de Rahul Gandhi, né dans la première famille du pays, la famille Nehru-Gandhi, et qui a du mal à se débarrasser de cette image d'appartenance à un groupe élitiste. Narendra Modi a aussi joué sur l'opération militaire menée contre le Pakistan en février 2019. Il en a joué tant et si bien qu'il s'est donné, affublé du titre de Chokidar, de gardien de la sécurité du pays. Même si sur le fond, on peut questionner évidemment le résultat de cette opération militaire, qui est beaucoup moins glorieuse que ce que Narendra Modi a bien voulu vendre auprès de l'opinion publique. On observe d'ailleurs que Narendra Modi n'a pas été handicapé par le fait que les résultats économiques sont finalement en demi-teinte. La croissance est en recul, tombant au-dessous de la barre des 6% au cours du premier trimestre 2019. On observe aussi que le chômage est en augmentation, et que le pays traverse une crise agraire, notamment du fait du bas cours des prix des productions agricoles. Ça n'a pas empêché d'ailleurs le BJP de conserver et de renforcer son implantation en milieu rural. La première chance, évidemment, c'était la formation du gouvernement. Ce qui a été noté par les observateurs, c'est évidemment le fait que Amit Shah, l'alter ego de Narendra Modi, l'organisateur de la campagne électorale, a été nommé ministre de l'Intérieur. On se souvient que Amit Shah n'a pas eu toujours des beaux propos très amènes vis-à-vis de la population musulmane indienne. Narendra Modi s'est néanmoins voulu rassurant dans sa déclaration d'investiture, où il a assuré que toutes les minorités du pays pouvaient avoir totale confiance dans le gouvernement. Maintenant, reste à savoir si Narendra Modi
sera tenir la frange la plus extrémiste des nationalistes hindous, accusés précédemment notamment de violence à l'égard de cette population musulmane. L'autre échéance à venir importante, ça sera les prochaines élections au niveau provincial qui se dérouleront fin 2019 dans 3 États de l'Union indienne. Ce sont le Maharashtra, le Jharkhand et l'Haryana. Si ces élections devaient être à nouveau remportées par le BJP, ce qui profile et ce qui sera important, c'est qu'à l'horizon 2020-2021, le BJP pourrait avoir la majorité absolue au sein du Sénat. Là déjà, donc, on l'a rappelé au niveau de l'Assemblée nationale. L'incidence sera importante parce que ça permettrait plus facilement au BJP de faire passer les lois qu'elle veut faire passer et éventuellement aussi d'amender la Constitution. Donc cette échéance provinciale, il y a des élections donc fin 2019, mais aussi en 2020 dans d'autres États de l'Union indienne. Échéance aussi importante, c'est celle de voir quel est l'avenir du Parti du Congrès qui est sorti laminé de ces récentes élections législatives, et l'avenir notamment de Rahul Gandhi. Rahul Gandhi, donc, à l'issue des élections et de cette débâcle, a dit qu'il renoncerait à la présidence du Parti du Congrès. Reste à savoir si ça sera réellement acté. On connaît l'emprise que la famille Gandhi-Nehru a sur le Parti du Congrès. Emprise d'ailleurs entretenue par aussi un certain nombre de dirigeants du Congrès. On observe que déjà que Sonia Gandhi a été reconduite à la tête du groupe parlementaire du Congrès au sein du Parlement. Donc là encore une fois, on peut s'interroger sur la façon dont le Parti du Congrès va se reconstruire et éventuellement être capable de représenter une opposition crédible au BJP aux prochaines élections législatives de 2024. Sur les implications internationales de cette réélection plutôt de Narendra Modi, donc le premier signal, ça a été la cérémonie d'investiture. En 2014, c'est les pays voisins de l'Association pour la coopération régionale en Asie du Sud qui avaient été invités. Cette fois-ci, ce sont les pays du BIMSTEC. BIMSTEC est une organisation régionale couvrant les pays bordant le golfe du Bengale et qui a vocation à relier des pays d'Asie du Sud à des pays d'Asie du Sud-Est. Il y a 2 pays d'Asie du Sud-Est qui font partie de cette association, ce sont la Thaïlande et le Myanmar. Inviter les pays du BIMSTEC, c'est envoyer 2 signaux. Le premier en direction du Pakistan, bien sûr, vu que ça permettait de ne pas se poser la question « faut-il ou non inviter le Premier ministre pakistanais Imran Khan ?» Le deuxième signal, on peut considérer c'est la direction de la Chine. On sait que le BIMSTEC a vocation à avoir des programmes de développement associant encore une fois Asie du Sud, Asie du Sud-Est, et être un peu une alternative du pauvre aux routes de la soie chinoises. Association d'ailleurs, le BIMSTEC souligne, qui est aussi soutenue par le Japon, encore une fois pour faire front, autant faire se peut aux projets très ambitieux de la Chine en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. On observe par ailleurs que la première visite que doit rendre le Premier ministre indien Narendra Modi, c'est pour les Maldives. Encore une fois, Maldives où il y a eu les élections présidentielles à l'automne 2018 et qui ont vu la défaite du candidat et ancien président qui était surtout vu de New Delhi comme étant un peu trop pro-chinois. Première réunion internationale multilatérale auquel le Premier ministre indien doit se rendre, c'est dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai, au mois de mai, le 22 mai. Ça sera d'ailleurs l'occasion pour le Premier ministre indien, et c'est certainement ce que les médias indiens suivront de près, d'avoir une rencontre enfin avec le Premier ministre pakistanais Imran Khan. Il sera intéressant de voir, on a parlé du volet flanc oriental du voisinage indien, c'est intéressant de voir quelle est la relation avec le flanc occidental et notamment avec les pays du Golfe. Celles-ci se sont considérablement améliorées, notamment en termes de coopération sécuritaire lors du premier gouvernement Narendra Modi. Pays du Golfe, d'ailleurs, notamment avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pays du Golfe qui manifestement n'ont pas tenu rigueur au Premier ministre indien des exactions commises à l'égard de la communauté musulmane en Inde, tout comme de sa relation privilégiée qui s'est développée avec Israël.
relation évidemment très importante, c'est celle qui sera construite et développée avec les États-Unis. En termes de convergence géostratégique dans la zone Indo-Pacifique, nul doute que celle-ci va se poursuivre et s'approfondir, toujours avec l'idée de faire front à un expansionnisme chinois en Asie. Maintenant, on observe qu'en termes bien plus conjoncturels, actuellement, il y a trois contentieux avec les États-Unis de Donald Trump. On sait que l'Inde est sous la menace de sanctions américaines sur le volet du contrat d'armement signé avec la Russie en octobre 2018, contrat qui portait sur l'acquisition par l'Inde du système de défense antimissile S-400. L'Inde est aussi sous la menace de sanctions américaines en ce qui concerne l'achat par l'Inde de pétrole iranien. Donc on verra comment ces deux menaces pesant sur l'Inde seront traitées par le Premier ministre indien. Troisième contentieux actuellement avec Washington, c'est aussi sur la politique commerciale. On sait que les Américains veulent que l'Inde ouvre davantage son marché aux produits indiens. Et Washington menace d'ailleurs l'Inde de représailles commerciales, notamment en termes d'accès préférentiel pour les marchandises indiennes au marché américain. En ce qui concerne la relation avec la France, on peut penser que la société Dassault va se féliciter de la reconduction à la tête du gouvernement de Narendra Modi, vu que ça devrait se traduire par la formalisation définitive de l'accord portant sur l'achat des 36 Rafale, et peut-être la perspective aussi de l'acquisition par l'Inde d'autres appareils de chasse, Rafale encore une fois. On observe que récemment ont été conclus la 17e édition des exercices navals franco-indiens Varuna dans l'océan Indien, donc c'est la preuve que la coopération pour la liberté de navigation dans l'océan Indien entre la France et l'Inde est toujours d'actualité et se développe. Enfin, Narendra Modi aura l'occasion de se rendre en France. L'Inde a été invitée pour la G7 qui doit se tenir à Biarritz à la fin août. Et ce sera l'occasion d'une rencontre entre Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron.